Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 19 décembre 2023, c'est plus que jamais proche de Noël et c'est l'épisode 347. Le réseau social Threads, pas facile à prononcer, équivalent dans les grandes lignes à Twitter, mais proposé par Meta, qui est sorti en juillet, partout aux États-Unis en fait, fini la fin de l'année en étant officiellement ouvert en Europe depuis la semaine dernière. On va parler également dans cet épisode du chiffrement des notifications sur les smartphones, d'un combat judiciaire fratricide entre deux géants du commerce en ligne chinois. Et puis on a, vous vous en doutez, bien évidemment, notre lot d'intelligence artificielle générative pour terminer l'année 2023 comme elle a commencé, avec des infos toutes les semaines. Je crois que ça aura bien ponctué cette année de Tech Café. D'ailleurs, on parlera aussi de quelques usages et applications dystopiques, notamment le démarchage politique par chatbot. Est-ce que demain vous auriez envie d'entendre Zemmour qui vous appelle et qui interagit avec vous de manière automatisée? On verra. Et même, attention, cet éternel sujet qu'on abordait plus tard que la semaine dernière, qui fait office de légende urbaine pour certains, l'écoute de nos smartphones pour nous cibler avec de la pub. Il y a un petit point d'attention à avoir sur ce sujet avec l'actu de cette semaine. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais écoute, ça va, on prépare l'estomac là, petit à petit, on commence à manger plus, tu vois, pour le dilater un petit peu, pour qu'il encaisse mieux. Ah, c'est comme ça que tu te prépares, c'est bon à savoir. J'imagine que vous faites des réserves de Gaviscon. Non, pardon, faut pas citer de médicaments, je pense. Mais bon, voilà, préparez votre pharmacie, voilà, préparez les bons réflexes. Préparez l'eau gazeuse, ça aide toujours à digérer durant les repas, c'est toujours important. Un petit mot aussi pour vous dire, donc il n'y aura pas vraisemblablement d'épisode hebdo la semaine prochaine, la semaine de Noël. Donc vous aurez tout le loisir de récupérer les épisodes qui n'auront pas été diffusés et puis d'écouter ou de réécouter ce qui aurait pu être important à vos oreilles et que vous auriez pu manquer d'attention. Par contre, ce qu'on va vous mettre à disposition durant les jours à venir et en attendant la rentrée 2024, c'est un dossier assez magistral que vous a construit Guillaume Poggiaspala et qu'on a enregistré avant-hier, dimanche, au moment où on enregistre cet épisode hebdomadaire. Et c'est un épisode où on vous parle de l'histoire de la tech. On est parti au nord de l'Europe, dans l'est de l'Europe, et on est revenu en France. Vous allez voir, c'est captivant. Je sais que vous aimez ces épisodes qui sont préparés avec des petites mains studieuses comme ça de Guillaume Poggiaspala, et vous allez pouvoir en profiter. Donc évidemment, restez plus que jamais abonnés au flux du podcast. Et puis peut-être que vous aurez envie de nous faire, je sais pas, un cadeau de Noël ou une forme de bonne résolution en passant, si vous ne l'êtes pas encore, d'un auditeur version gratuit, version accessible à tout le monde, à un auditeur engagé qui accepte de nous partager quelques euros par mois à la hauteur de ce que vous semblez juste en matière de qualité du podcast qui vous est délivré chaque semaine, comme par exemple l'ont fait Bibuzard, Alexis et MF. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été vous abonner sur patreon.com/techcafé. Donc, si vous aussi, vous appréciez le podcast et que vous voulez nous aider à continuer à fournir un contenu de qualité, pas facile à dire, on vous invite à nous soutenir via Patreon. Chaque contribution nous aide évidemment à continuer à vous informer sur les dernières infos de la tech. Je pense qu'on vous l'a démontré cette année. Et en échange, vous profitez du flux privé du podcast qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub. Et puis surtout, vous contribuez à la place de celles et ceux qui ne pourraient pas nous soutenir ou qui auraient eu besoin de suspendre leur soutien. C'est sur patreon.com/techcafé. Il y a eu plusieurs avis Apple Podcast, je m'en réjouis à chaque fois, qui ont été déposés. Vous savez que c'est important parce que ça permet de valoriser le podcast aux yeux et aux oreilles de celles qui découvriraient nos épisodes. C'est Jim21130 qui s'est prêté à l'exercice en disant « Merci à Guillaume V pour sa bonne humeur et son dynamisme qui donne un rythme à ce podcast d'une main de maître. » Et que dire de Guillaume P qui sait vulgariser les sujets les plus techniques avec un fond d'humour qu'on adore écouter. Le meilleur podcast tech de loin. Continuez comme ça. Merci beaucoup à toi d'avoir personnalisé cet avis Apple Podcast concernant Tech Café.
Je vous invite enfin à aller sur techcafé.fr. Alors, le site va migrer là dans quelques jours, peut-être semaines. Je me laisse encore un petit peu de temps. Donc, il ne va pas changer en apparence, mais il va rejoindre un hébergement qui va être plus adapté à la réalité des besoins. Et puis, peut-être par la suite, je ferai évoluer un petit peu la manière dont est structuré le site parce que j'ai des remarques qui parfois me laissent entendre que c'est un peu fouillis pour s'y retrouver. Il faut dire qu'il y a, comme vous l'entendez avec le numéro de l'épisode, beaucoup de contenu qui est disponible pour vous. Petite astuce, on me l'a demandé sur Discord et je l'ai implémenté. Si vous allez dans le menu dit burger, c'est le menu qui est constitué des 3 petites lignes horizontales. On appelle ça en design web un menu burger parce que ça représente 2 tranches de pain avec un steak au milieu, miam miam. Et donc si vous cliquez dessus dès la page d'accueil sur techcafé.fr, vous avez tout simplement la liste des derniers épisodes qui sont sortis. Voilà, il y a juste le titre de l'épisode, la date et vous pouvez y accéder de manière exhaustive dans leur chronologie. Je pourrais même rallonger cette liste si vous le souhaitez. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à nous faire vos retours sur les petites interactions. Je sais que parfois, quand on fait une veille avec un podcast, ça peut être sympa d'avoir une présentation spécifique des choses. Et évidemment, je suis entièrement à votre écoute à ce sujet. Et d'ailleurs, donc, c'est des recommandations qui ont été demandées sur Discord parce que oui, vous pouvez échanger entre vous et avec nous sur techcafé.fr/Discord. Et d'ailleurs, on peut parler bien évidemment de tech, on peut parler du site web de Tech Café, on peut parler de réseaux sociaux, on peut parler d'autres choses que de la tech. Et surtout, vous pouvez réagir aux épisodes. Donc peut-être que pendant que vous écoutez cet épisode, vous pourriez lancer sur votre smartphone l'application Discord. Vous allez dans la rubrique réaction. Et peut-être que vous pourrez commenter les différents sujets qu'on aborde parce qu'il y a des choses qui soulèvent votre remarque. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous. Au contraire, vous voulez apporter votre précision. Et c'est, je vous le cache pas, hyper précieux et très enrichissant pour nous quand on parle de choses qu'on sait qu'évidemment vous écoutez et que vous réagissez. Et d'ailleurs, Guillaume, tu as identifié 2 retours sur Discord qui ont été faits par des auditeurs qui réagissaient. Alors, un retour à Klarma, le dispositif de financement en plusieurs fois, de paiement en plusieurs fois, dont on avait parlé dans l'épisode, mais surtout une mention sur OpenLLM. C'est quoi OpenLLM, Guillaume ? Oui, on a eu un retour de Walid Nou qui nous a relayé une autre initiative française sur l'IA. Et les chatbots, c'est OpenLLM. Alors, d'après le site web, c'est une organisation qui fédère pas mal de beau monde, déjà, Wikimedia, Thales, le Ceval Idriss, et puis apparemment des devs d'appli aussi, comme Faraday. Et le but, ce serait de faire des LLM français, en gros, des LLM souverains, qui seraient de petite taille, mais compétitifs avec les plus gros, un petit peu comme le fait Mistral, finalement. Bon, pour le moment, ils ont rassemblé un dataset qui s'appelle Claire, et qui leur a permis de fine-tuner Falcon et Mistral, dans un second temps, donc pour franciser, en fait, ces modèles. Alors, j'ai pas testé la version Mistral, mais j'avais testé la version Claire 01 sous Falcon, qui était déjà sympa et capable de faire une conversation, de tenir une conversation crédible en français, quoi, comme si tu discutais avec quelqu'un, c'était assez convaincant. La version Mistral est sans doute meilleure, d'ailleurs, mais bon, pour le moment, donc, OpenLLM n'a pas encore accouché d'un vrai modèle de langage à partir de zéro, parce que ce sont des fine-tune de modèles open source qui existent déjà, donc on peut rapprocher ça du travail sur Vigogne, par exemple, qui est aussi une famille de modèles customisés à partir de Llama 2 et de Mistral, pour les améliorer sur la maîtrise du français. Pour le moment, je sais pas trop où ça en est. Ils ont un Discord, sur Discord, donc ça se concentre pas mal aussi sur le dataset Claire aussi. Mais il y a plus, parce que le consortium aurait déjà rassemblé 140 milliards de tokens, apparemment, dans la langue de Maître Gims. Donc voilà, il y a une annonce fin novembre où il y avait dans l'air une idée de reprendre Bloom et de l'entraîner avec des textes français. Alors, je sais pas s'ils vont reprendre l'architecture de Bloom ou si carrément ils vont reprendre le bon vieux Bloom 7b. Alors, Bloom, c'est donc un modèle qui est un des premiers modèles open source, en fait. C'est un modèle académique qui était assez énorme d'ailleurs à l'époque. Il y avait une petite version aussi. Il est pas tout jeune, donc je sais pas si ce serait pas mieux de repartir de zéro, mais bon, on verra bien. C'est que désormais, il y a pas mal d'acteurs sur le créneau des petits modèles efficaces. Il y a Mistral, il y a Phi, il y a les Qwen, il y a Yi. Bon, voilà. Donc, peut-être que Claire va les rejoindre voilà, dans le clan de ces petits mais costauds. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et il y a Éric Blanquet qui, donc, effectivement, clarifiait un petit peu le modèle économique de Klarma qu'on a abordé trop rapidement dans l'épisode, Guillaume. Oui, juste, effectivement, merci à lui de nous avoir repris, effectivement. L'info, c'est que, tout simplement, c'est le vendeur qui paye, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui paye une commission à Klarna pour permettre à ses acheteurs, à ses clients, de payer en plusieurs fois, et donc, oui, ça lui coûte un petit peu d'argent, mais comme il fait plus de ventes, voilà, il s'y retrouve, quoi, effectivement, c'est un business model qui, oui, c'est pas mal, c'est malin, finalement. C'est pas mal. C'est normal qu'ils gagnent plein d'argent. Oui, finalement, ils font bien les choses, alors c'est bien qu'ils gagnent de l'argent. Merci beaucoup pour vos retours. Vraiment, j'insiste, c'est hyper précieux pour nous qui créons un contenu comme ça en ligne, d'avoir des retours, des précisions, des suggestions.
techcafé.fr/Discord. On commence et on enchaîne sans autre forme de procès, Guillaume, avec les news tech de la semaine. Et oui, il fallait être vigilant jeudi. Metal l'avait annoncé au travers de sa page d'accueil threads.net avec un décompte qui laissait clairement identifier la date à laquelle Threads serait à nouveau dispo en Europe. Alors, techniquement, il était possible d'accéder à Threads depuis juillet en installant l'application sur les App Store américains, par exemple, et en rattachant son compte Instagram. Mais on était vite bloqué en Europe avec plein de fonctionnalités qui ne marchaient pas et qui faisaient que Threads était hyper limité. Il a été pleinement ouvert donc la semaine dernière, jeudi. Et c'était un petit événement. Alors, on va encore remettre les perspectives dans le bon ordre parce qu'il s'agit encore d'un réseau social, c'est Meta. Et puis, on avait déjà parlé de Threads quand ça avait été lancé en juillet. Mais voilà, c'était le petit événement de l'Europe, Guillaume, la semaine dernière. Ben ouais, ça y est, enfin, diront certains. Bon, pas moi, hein. Mais voilà, J'en étais Threads sûr. est désormais disponible en Europe, voilà, et donc on est un gros marché quand même. Il faut savoir qu'on est presque 500 millions de personnes, et donc 2 fois plus de pouces avides de scroller, de taper plein de messages à plein de monde, voilà, surtout Miam. n'importe quoi. Presque 1 milliard de pouces qui vont aussi donc pouvoir migrer éventuellement de X à Threads, potentiellement, donc une nouvelle hémorragie en perspective peut-être pour le réseau d'Elon. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on a accès à ce merveilleux énième réseau de Mark Zuckerberg, voilà, que maintenant, c'est certainement dû à un problème réglementaire avec le DMA, donc le réseau était sans doute trop intimement lié à Instagram, donc il fallait supprimer son compte Insta, si on voulait supprimer celui de Threads à l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui, mais il faut tout de même avoir un compte Instagram pour pouvoir poster sur le réseau. Fin octobre, le réseau avait déjà 100 millions d'utilisateurs mensuels à peu près. Ça va certainement grimper en flèche dans les prochains jours. Mhm. Prochaine semaine, toute la question c'est de savoir combien et au dépend de qui. On se doute bien au dépend de qui. Par la même occasion, Thread se lance aussi un peu plus sérieusement dans le fait divers, puisque Thread est censé être basé sur ActivityPub, donc il est normalement interopérable avec Mastodon par exemple, et donc là, ça commence à se développer, et bientôt, les posts de Thread seront donc aussi visibles via d'autres applications réseau compatibles, et des tests vont commencer en ce sens. Alors ça avait toujours été le plan, on n'osait pas trop y croire, apparemment ça va devenir réalité. Pour l'instant, c'est un test, ça reste un peu limité. On pourra vraisemblablement pas poster de Mastodon sur Threads, pour le moment, en tout cas, c'est sûr. Ça pourrait finir, hein. Le fait divers se démocratise. Par exemple, Flipboard aussi va se fédérer avec ActivityPub et devenir d'ailleurs prochainement complètement interopérable avec Mastodon. Et bon, pour conclure, il va aussi intégrer, donc Threads, pas Mastodon, va aussi intégrer un réglage Instagram qui va donner la possibilité de contrôler la quantité de contenu sensible, aux États-Unis. On appelle ça le contenu fact-checké. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez contrôler et virer le contenu. Enfin, c'est pas que vous allez pouvoir refuser de voir les posts qui ont été vérifiés, fact-checkés, c'est pas ça. En fait, on parle plus des posts qui véhiculent des informations qui ont dû être corrigées par du fact-checking. Des posts dans lesquels on a trouvé de la désinformation, donc, essentiellement. Donc, en gros, le réglage permet de réduire la visibilité de l'infox ou des machins hors contexte. Voilà, c'est mine de rien. C'est un réglage qui va quand même à l'encontre du comportement standard de l'algo, et qui va promouvoir le contenu qui suscite de l'engagement. On sait que le contenu polémique et controversé, c'est très efficace pour ça. Et donc, vous allez pouvoir, donc, apparemment, régler la quantité de posts. Vous allez pouvoir régler la quantité de posts bizarres, enfin, en tout cas, controversés que vous allez voir. C'est vrai qu'après Twitter, ça peut faire des vacances pour le cerveau. Tu m'étonnes. Au passage, on parle de Twitter. J'ai vu une dernière musquinerie tout à l'heure. Il a retiré. Pardon. Sur la mise à jour, la dernière mise à jour des Tesla, il retire Disney+. Et c'est clairement, évidemment, en réaction à la guéguerre entre Bob Iger et Elon Musk. Alors bon, en plus, c'est un peu ridicule parce que l'application n'est pas une vraie application et plutôt un raccourci vers le navigateur qui ouvre en plein écran Disney+, sur les tablettes des Tesla. Donc en fait, il suffit d'aller sur le site Disney+, depuis le navigateur. Bref, c'est rigolo de voir que cette guéguerre continue et à mon avis, Twitter va très très mal se porter dans les semaines et les mois à venir. Ça donne presque envie de dire bien fait pour ta gueule. Côté résultat, Threads, il y a l'Italie, on a eu les chiffres qui se plaçaient en première position. Je ne sais pas pourquoi les Italiens sont aussi hypés par Threads, mais ils sont venus en masse avec plus d'1 million de téléchargements. L'Allemagne avec 550 000 téléchargements et en France, on est à 440 000 téléchargements. Et ensuite l'Espagne, la Pologne. Ça, c'était les chiffres évidemment à hier. Donc bon, voilà, ça va être des chiffres qui vont grimper en flèche, comme tu le disais, Guillaume. Juste un petit retour d'expérience parce que on va pas se mentir, on sait très bien que c'est un réseau social, on sait très bien que c'est Meta, donc tout ce qu'on a dit sur Meta et sur les réseaux sociaux, vraisemblablement, ça va s'appliquer à Threads. Il faudrait être vraiment naïf pour imaginer que ça puisse
ne pas être le cas. Pour autant, les premiers tests et les premiers jours, il y a un côté, je te le cache pas, Guillaume, un peu sympa, un peu enthousiasmant, un peu on se retrouve, c'est la fête, un peu bienveillant parce que bon, évidemment, tu as des comptes qui sont vite identifiés comme étant des trucs pénibles, mais ils sont pas très nombreux, tu vois, pas très présents, pas très visibles, donc tu peux vite les bloquer. Il y a des mécaniques de modération qui sont plus importantes que sur d'autres réseaux sociaux, et notamment quand tu bloques des réponses à tes publications, elles vont être bloquées pour les autres. Donc, enfin, tout ça a l'air d'être globalement plutôt pas trop mal pensé. Il y a quand même des éléments de modération très forts. On sait que Meta ne veut absolument pas que Threads soit un support de communication politique. Alors, je vois pas comment tu peux autoriser des comptes explicitement politiques à être créés. Et puis, qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout cela me paraît extrêmement compliqué dans le temps à tenir. Mais en tout cas, c'est leur orientation un petit peu stratégique. Et pour autant, il y a eu quelques tests de messages publiés sur Threads à vocation politique et pour le moins sulfureux, c'est peu de le dire, qui ont été vite bloqués et signalés. Alors, c'est probablement aussi possible parce qu'il n'y a pas des torrents d'utilisateurs et pas des torrents de messages. Il y a cette modération qui est quand même assez forte. Pour l'instant, cet enthousiasme pour un technophile, si on met de côté toutes les réserves qu'on continuera à avoir sur les réseaux sociaux et sur un service de méta. Tu peux te dire par exemple, tiens, c'est agréable, il n'y a pas de pub. Bon, qui peut naïvement penser qu'à long terme, il n'y aura pas de pub sur Threads si jamais les usages sont développés? À voir. Suivez-moi, Guillaume Vendée sur Threads pour en discuter évidemment. Guillaume, on continue à parler d'autres sujets qui touchent à notre société modèle avec Apple qui a été dans le feu de l'actualité au sujet de communication qui a été livrée suite notamment à des requêtes de gouvernement au sujet des notifications. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Bah, en fait, là, non, c'est juste un petit follow-up, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, du fait qu'Apple et Google avaient admis fournir des notifications push ou leurs métadonnées qui transitaient par leur serveur aux divers gouvernements qu'ils demandaient. Et bien justement, cette semaine, on a remarqué qu'Apple avait discrètement mis à jour ses règles de conduite vis-à-vis des obligations légales. Donc désormais, il se pliera plus aux demandes que si elles sont faites dans le cadre d'une procédure judiciaire avec un mandat, je pense. Donc je suppose qu'il faut désormais un juge, il faut qu'un juge juge que le cas est suffisamment important pour mériter de demander des infos liées aux notifications d'un appareil en particulier. Donc ça se fera toujours, mais ça sera peut-être un petit peu moins facile et direct. Et toujours dans les suites d'actu, finalement, on pourrait aussi mentionner, puisqu'on en a parlé quand même, on l'a mentionné pas mal, on pourrait mentionner aussi que X va être formellement inquiété par l'Union européenne, qui va lancer une enquête pour son présumé irrespect des règles du DSA. Thierry Breton, aligne les infractions que X aurait commises. Alors, il y aura manquement aux obligations de lutte contre la désinformation, manquement aux obligations de transparence, interface présumée trompeuse. Et après, il y a 3 petits points. Donc, il y a probablement plein d'autres trucs, mais bon, de toute façon, ces 3 points sont déjà largement suffisants pour lui valoir une amende de 6% de son chiffre d'affaires mondial, si c'est avéré. Alors, de toute façon, on va pas redérouler encore une énième fois les soucis d'intox, d'info, voilà, le souci de modération, de promotion, de contenu foireux sur X. On a déjà donné toute l'année, on va essayer de révionner tranquille, là, hein. Au passage, d'ailleurs, il y a la réponse du compte officiel X à cette ouverture d'enquête. C'est grosso modo, mais enfin, pourquoi vous nous ciblez? Je le caricature évidemment, hein, mais pourquoi vous nous ciblez nous? Si nous, vous nous ciblez à ce sujet-là, il y en a plein d'autres à cibler. Enfin, vraiment, il y a une espèce de mauvaise foi dans la défense qui est apportée officiellement par X à cette incrimination qui est assez risible, je trouve. Tu veux dire que X a un compte X? Oui, X a un compte. Incroyable. Alors, attends, je me trompe ou c'était le compte Je d'Elon sais pas. Musk ou c'était le compte de X? Il me semble que c'était le compte J'en sais X. rien, mais c'est marrant, ça me fait marrer. Bêtement. Et d'ailleurs, ils ont encore le compte Twitter Movies. Je crois pas qu'ils l'aient renommé encore. D'ailleurs, au passage aussi, j'avais vu un article, j'ai malheureusement perdu l'URL, j'ai pas réussi à le retrouver là entre-temps, mais je le rajouterai dans les notes de l'épisode après l'enregistrement, mais qui montrait à quel point c'était un ratage aussi stratégique sur le plan de la communication. On n'a pas du tout adopté le nom de X et on dit à chaque fois X, anciennement Twitter, malgré l'aura et malgré la puissance d'influence que peut avoir Elon Musk aux yeux de beaucoup. Ce qui en dit long, en fait, au niveau du nommage là-dessus. Mais bon. Au sujet des notifs aussi, hein, il est quand même question d'une mauvaise et d'une sous-utilisation des possibilités de chiffrement des notifications pour les applications et pour les développeurs.
Je crois que Signal fait plutôt bien le travail là-dessus en chiffrant assez bien les notifications, mais a priori, il y a beaucoup de développeurs qui passent à côté de l'enjeu du chiffrement de notifications. Bref. Oui, effectivement, alors on continue un petit peu dans les follow-up parce qu'on avait parlé de Temu dans les épisodes précédents, Guillaume de Tech Café. Tu nous avais beaucoup parlé de cette nouvelle plateforme de commerce en ligne chinoise. Et on a l'impression que effectivement, c'est un combat de géants, vous savez, un petit peu comme dans Bioman, comment ça s'appelle ces séries de... Mon fils adore ça en plus. Euh, Les scènes. aux États... Oui, mais le nom, les Power Rangers. Je cherchais Ah le oui, bah, nom de la c'est- marque emblématique aux États-Unis des Sentai. Donc, dans les Power Rangers, à la fin, il y a toujours des géants qui s'affrontent comme ça au-dessus des villes avec des maquettes en carton. Là, c'est vraiment ce à quoi on assiste, un combat fratricide entre Temu et Shein, Guillaume. ton fratricide. Oui, enfin bon, disons que Temu et Chine s'entre-déchirent, oui, ça Ouais. fait un petit moment en fait. Et c'est assez divertissant, hein, c'est vrai, hein, faut avouer quand même, hein, parce que bon, c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, là, c'est carrément un match de catch entre l'abbé Pierre et Mère Teresa, quoi. Mais bon, en mars dernier, déjà, ça partait, hein, Shein accusé, Shein, pardon, j'arrive jamais y arriver. Ouais. Shein accusait Temu de demander à des influenceurs de dénigrer les produits Shein. En juillet, Temu accusait Shein de faire de l'intimidation sur les fournisseurs pour les empêcher de travailler avec lui. Et cette semaine, Temu renchérit en accusant au tribunal Shein d'utiliser des techniques de mafieux colombiens pour dissuader les marchands de faire affaire avec lui. Donc ça inclut de l'intimidation de marchands présents sur les deux plateformes, la menace de poursuivre en violation de copyright par dizaines de milliers, hein, il y a des dizaines de milliers de trucs par jour qu'il y a. Et il y a aussi la séquestration de marchands dans les bureaux de Shein avec confiscation du téléphone, menaces, etc. Bon. Donc Temu, en fait, recevait 170 plaintes pour violation de copyright par jour. 63% viendraient de Shein. Alors perso, je pense que j'ai la solution à ce problème. Hein. N'achetez ni chez l'un ni chez l'autre. Hein, et si vous le faites pas pour la basse qualité des produits, pour des raisons écologiques, pour éviter d'asphyxier les commerces locaux, si vous le faites pas pour votre vie privée, parce qu'elle n'est pas très très prise au sérieux hein, par les applis de ces marques, si vous le faites pas pour des raisons éthiques, hein, vu les conditions qui sont au mieux opaques ou au pire carrément scandaleuses dans lesquelles sont produites les items que vous trouvez là-dessus, si vous le faites pas pour protéger les gens aussi qui créent les produits, qui sont copiés sans aucune honte et qui se retrouvent en promotion à 5 balles en première page 24 heures plus tard sur Temu ou Shein, peut-être que vous le ferez pour cette raison. Temu et Shein sont une partie de la raison pour laquelle la poste française est aussi chère. Eux et tous les commerces en ligne chinois. Hein. Parce que la livraison, c'est soit gratuit, soit peanuts sur Temu et Shein. Pourquoi ? Parce que la poste française paye. Pourquoi elle paye ? Parce que la Chine est considérée encore aujourd'hui comme un pays en voie de développement et que les postes des pays destinataires subventionnent lourdement les colis qui viennent de Chine. Conclusion, l'explosion du commerce en ligne, en particulier avec la Chine, creuse des déficits monstrueux pour les postes de tous les pays développés. Aux États-Unis, je crois que SPS a un trou de 500 millions de dollars à cause de ça. Parce que coûtent les achats en Chine, la poste vous le fait payer, parce qu'elle n'a pas trop le choix. Donc si vous vous demandez pourquoi un colissimo est si odieusement cher pour envoyer un truc du Cantal jusqu'à Perpignan, alors que vous avez rien payé pour recevoir votre découpe pastèque de Shanghai, c'est à cause de ça. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la vidéo sur le sujet de Tev ici Japon, qui détaille tout ça. Le lien dans le note de l'émission, c'est sur le mot facile. Merci infiniment, Guillaume. Oui, forcément. Merci infiniment de l'avoir mis dans les notes de l'épisode et d'avoir branché cette vidéo parce que, alors, vous allez probablement me tomber dessus quand je vois que c'est une chaîne avec plus d'1 million d'abonnés, mais je ne connaissais pas Tev ici Japon et j'ai trouvé cette vidéo absolument géniale. Bon, la chaîne a l'air vraiment très chouette, mais cette vidéo est remarquable. Et c'est marrant parce que ça pose la question que je n'avais jamais osé me poser et en plus ça donne la réponse. Effectivement, qu'est-ce qui fait que commander un truc à 50 centimes te coûte 50 centimes livraison incluse quand tu le fais venir de Chine, alors que quand tu veux envoyer un colis de quelques centaines de grammes en France, ça te coûte une blinde. Bon, vous aurez la réponse, le lien est dans les notes de l'épisode. On continue et on termine, Guillaume, cette rubrique avec la COP28, sur laquelle on pourrait beaucoup faire de sarcasme, mais tu en as identifié un en particulier qui est légitime d'être relayé dans Tech Café. Oui, alors, tu vas voir que les choses tournent pas forcément comme on le prévoit. Hein, donc, c'était la COP28 à Dubaï. Bon, il y a suffisamment de trucs qui ont été dit là-dessus dans la presse généraliste, donc on va pas revenir dessus. Enfin, presque pas. Parce que j'ai vu passer un article sur le très sérieux site i3 The Spectrum qui semblait mettre en lumière un petit scandale supplémentaire sur la COP28, en particulier donc son site web. Le site web de la COP28, il a une version sobre. Donc il y a un petit interrupteur en haut qui permet d'avoir accès à, soi-disant, une version faible carbone du site. Alors déjà, c'est quand même marrant qu'il faille se connecter au site complet et donc charger l'intégralité du site pour pouvoir passer à une version bas carbone après coup, mais bon, passons.
Le pire, c'est que d'après le site Hydro de Spectrum, non seulement le site bas carbone a été fait à l'arrache, mais en plus, il serait pas bas carbone du tout. Parce que fait à l'arrache, parce que globalement, il n'y a pas les images. Enfin, du coup, les images sont pas affichées. Et en fait, il semblerait que les images soient pas affichées, mais qu'elles soient chargées quand même. Donc, bon, ça serait un design de low effort plutôt que low carbone. Mais bon, alors, on pourrait se dire, bah, c'est encore un raté de la COP28. Et puis voilà, c'est bon, j'ai fini ma news. Mais en réalité, peut-être que tout ça n'a pas beaucoup de sens de toute façon. Parce que finalement, ça veut dire quoi d'être un site web bas carbone, finalement? C'est quand même une question que je suis amené à me poser là, du coup. Donc je suis allé voir sur Website Carbon Calculator, donc c'est le site qui est utilisé pour noter celui de la COP28, qui obtient effectivement un sale F, hein, donc c'est vraiment pas génial. Alors évidemment, j'ai testé celui de Tech Café, et il est Il doit COP pas d'un être C. ouf. Il est COP Ah, d'un c'est C. mieux déjà. Ah, d'accord. Et Ok. il est donc mieux que 58% des sites internet testés, ce qui est une autre manière Ah, de dire que c'est un site tout à fait moyen en fait, hein, parce oui, que c'est si ça. Je reconnais. Ouais. t'es autour des 50%, ça veut dire en gros que t'es moyen, quoi. Bon. C'est clair. Ventre Donc mou. voilà, Ah, globalement. mais à culpa, hein, vraiment. Et alors, tu vois, ça me motive à rebrancher mon projet de Oui, migration. mais alors justement, puis tu vas dire, bon ok d'accord, c'est cool, on est mieux que la cible de la COP28, mais ça veut dire quoi en vrai, ces Ouais. trucs? Parce que le Carbon Machine Calculator, hein, donc, qui est aussi utilisé par Lavazza, Volkswagen, BBC, il est associé à une boîte de consulting qui va vous dire comment verdir votre site web. Ben oui, autant faire un business tant qu'à faire. Mais comme il y a un business, bah, il y a aussi un petit conflit d'intérêt potentiel du coup. Alors j'ai voulu savoir, mais comment ils font pour quantifier combien de kilos de CO2 on produit avec notre propre site techcafé.fr, que quand même 10 000 visites sur notre site, ça serait autant d'énergie qu'une voiture électrique consommerait sur 900 km. Bah zut Ah. alors. Alors j'ai regardé la méthodologie, et là, c'est le drame, parce qu'en gros, c'est simple, il y a deux informations prises en compte. D'une part, si l'hébergeur tourne à l'énergie renouvelable ou pas, et le volume de données échangées. Alors, pour l'hébergeur, c'est censé être notre cas, enfin, c'est censé être le cas pour nous, hein, notre hébergeur, d'après Calculator Machin, Ok. il tourne au renouvelable. Ok. Honnêtement, je suis pas complètement sûr. J'aurais plutôt dit qu'il tournait comme tout le monde en France au nucléaire. Mais bon, Ouais. comme c'est une énergie qui est bas carbone, dite bas carbone, bah c'est Ouais. peut-être tout simplement pour ça qu'on est considéré hébergé au vert. Bon, bah Mhm. écoute, en tout cas, on est hébergé au vert d'après eux. Bon, ça ok, à la limite. Par contre, estimer la consommation d'énergie avec le volume de données échangées, ça c'est assez nul, hein, parce que ça n'a pas trop de sens. Alors déjà, comment se distribue l'énergie consommée par un service en ligne en fait? On peut se poser la question, et pour ça on peut se reporter à une étude d'Ericsson de 2020, alors qui donne des valeurs qui sont un peu anciennes pour 2015, mais en fait les valeurs elles-mêmes sont beaucoup moins importantes finalement que, parce qu'elles sont très certainement obsolètes hein, bien sûr, mais c'est pas les valeurs en absolu, c'est plutôt la répartition de la consommation d'énergie et les postes en fait de consommation d'énergie qui sont intéressants, et cette structuration-là, à mon avis, elle n'a pas beaucoup changé. Donc, l'impact carbone de service web, il est dominé par la consommation du client, la consommation de l'ordinateur qui va sur le site web. Et Mhm. l'impact carbone du client, de l'appareil donc qui consulte le truc, vient à moitié de la production de l'appareil lui-même, en moyenne. Hein. Le reste venant de son utilisation. Donc la moitié du carbone émis par votre téléphone ou ordinateur ou console ou télé ou ce que vous voulez, en fait, il est dans la machine, il est incarné dans la machine, dans les ressources qu'il a fallu pour le produire et l'énergie qu'il a fallu pour le produire. C'est pas le cas, c'est pas pareil pour les serveurs. Enfin, c'est pas pareil. Si, il faut les produire, mais en tous les cas, l'impact carbone des serveurs et des infrastructures réseau, la majorité, elle est dans l'usage. On est plus dans le coût opérationnel. Et ça s'explique par le fait qu'en fait, les infrastructures pro, elles sont utilisées 24 heures sur 24 par des millions de personnes, hein, potentiellement, alors que la machine d'un particulier, elle est utilisée ponctuellement par une ou deux personnes. Donc en fait, l'impact carbone, il est beaucoup plus important pendant l'usage, en fait. La proportion, hein, elle est beaucoup plus importante pendant l'usage pour les trucs pro. Donc, pourquoi le volume de données, c'est une très mauvaise mesure de l'impact carbone de site web? Bah, c'est assez simple. Hein. Déjà, les infrastructures réseau, donc qui sont un des postes de dépenses, hein, donc c'est les routeurs, les switches et compagnie, hein, bah, ils sont de toute façon allumés 24 heures sur 24 et ils consomment pas plus quand ils voient passer de données que quand ils les en voient pas passer. Ou alors c'est vraiment très très marginal. Donc en gros, pour eux, qu'un site envoie 2 kg ou 2 mégaoctets, c'est pareil. Ils consomment pareil. Bon, ensuite le serveur. Le serveur, il est aussi allumé 24 heures sur 24. Lui non plus, il consomme pas plus pour envoyer 2 kg ou 2 mégas de données sur le réseau. Hein. Ce qu'il consomme, c'est la charge CPU. Or, envoyer une image de 2 mégaoctets, ben ça consomme que dalle, il envoie juste 2 mégaoctets de données, c'est pareil, il s'en fout. Streamer une vidéo de 4 gigas, ça consomme un poil plus. Mais bon, les CPU ne travaillent pas quand tu streames une vidéo, hein, c'est les GPU qui transcodent les flux, éventuellement, qui le font de manière très efficace en général. Et bon, donc c'est en gros, savoir exactement quelle est la charge CPU du serveur, c'est compliqué. Mais ce qui consomme vraiment, c'est faire tourner de gros algorithmes sur le serveur. Quand tu fais tourner de gros algorithmes de recommandation, tu fais tourner des applications complexes, tu fais tourner des services IA, là oui, ça consomme un max. Mais ça n'a aucun rapport avec le volume des données échangées.
Si je demande à générer une image sur un serveur, le volume de données changé, c'est l'image. C'est exactement comme si je l'avais récupéré sur un disque dur, tu vois, on s'en fout. Par contre, l'activité du serveur, c'est pas du tout la même si tu vas charger l'image sur un disque dur et si tu l'as fait générer par une IA. Donc, le volume de données, pas vraiment. Hein. Du côté du serveur, c'est pas le volume de données qui compte du tout. Et du côté du client, déjà, du côté client, nous, en tant que site web, on contrôle rien. On contrôle pas le client. Donc, limite, ça ne nous concerne pas, mais bon, creusons quand même. Ce qui consomme le plus sur le client, en gros, c'est deux choses. Donc, il y a le CPU, hein, comme sur le serveur, effectivement, et l'écran. Oui, ça paraît con, mais la moitié de la console de ton téléphone, par exemple, ou de ton PC, c'est l'écran. Il a une consommation constante, à la différence du CPU, qui varie énormément en général. Et donc, c'est la consommation de l'écran, elle est tout simplement proportionnelle au temps que tu passes devant le site, devant le service. Ça n'a strictement rien à voir avec le volume de données. Et en ce qui concerne le CPU, c'est la même punition sur le client que sur le serveur. Hein. Recevoir et afficher une image de 2 mégaoctets, ça consomme quasiment rien. Il y a bien longtemps que le JPEG est décompressé efficacement. En réalité, un script JavaScript de 2 mégaoctets pourrait être largement beaucoup plus consommateur en CPU et consommer beaucoup plus d'énergie qu'une image de 2 mégaoctets. Même un script de 2 kilos pourrait d'ailleurs. Donc voilà, ensuite, c'est aussi évident, la consommation varie énormément d'un terminal à l'autre. Une TV 4K HDR, un PC de gamer, un notebook, un téléphone, c'est pas pareil. Les consommations pour un même site varient énormément, et d'ailleurs, le ratio carbone qui est produit par la fabrication de chaque appareil versus le carbone qui est produit par l'utilisation varie aussi énormément. Par exemple, un téléphone consomme très peu d'énergie, donc son impact carbone va être concentré dans sa fabrication. C'est très différent sur une console de jeu, par exemple, qui consomme beaucoup plus, et sur une télé aussi, pareil, c'est différent. Donc, c'est en plus encore à mettre en perspective avec quelle énergie est utilisée, ce qui dépend aussi beaucoup du pays. Est-ce que tu vas interdire aux Indiens de consulter ton site? Non. Pourtant, leur électricité, elle est très très carbonée, c'est la plus carbonée du monde. Donc, bon. Bref, la conclusion, c'est que mesurer le volume du trafic, c'est pas du tout une méthode fiable pour déterminer l'impact carbone d'un site. Alors évidemment, hein, si vous avez un site qui est plus léger, c'est cool, ça va le rendre plus rapide à charger, plus agréable à utiliser, mais ça ne changera quasi rien à son impact réel sur la planète. Et c'est bien ça le souci. Si on surestime l'impact d'un site, on surestime aussi les économies qu'on fait quand on change des trucs. Alors ce que je raconte là, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et que tout est greenwashing et que de toute façon il ne faudra rien changer du tout, foutez-nous la paix. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est que s'il faut changer des trucs, il faut changer des vrais trucs qui ont un véritable impact. Et c'est pas la taille des images qui va avoir un véritable impact sur vraiment la consommation, sur l'impact carbone que nous et que les serveurs et que tout le monde a sur le truc. C'est pas ça. C'est la complexité des scripts. C'est à quel point le site utilise de cycles CPU sur le client comme sur le serveur. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai, mais c'est ça qui compte. Ça et choisir des hébergements dans des pays qui utilisent une énergie pas trop dégueu, peut-être aussi. Et côté client, côté consultation, il faut bien se dire qu'une grosse, si ce n'est la majeure partie de notre impact carbone, c'est l'achat d'un appareil. Le simple fait qu'il soit fabriqué, ça le charge d'une grosse dette carbone de base. Vous voulez réduire votre empreinte? C'est pas compliqué, achetez moins et les 3/4 du boulot ils sont déjà faits. Donc vous remarquerez en passant que voilà le talent de l'homme qui choisit l'épisode de Noël pour vous exhorter à moins acheter de trucs sur Temu, sur Shein, sur... Très bon timing, hein, vraiment super. Mais bon, sinon après, évidemment, hein, si vous utilisez des machines qui consomment moins, c'est mieux aussi. On est d'accord. Mais bien sûr, franchement, virer les images sur les sites internet, la planète, elle s'en fout. Voilà. C'est comme vider votre boîte mail, d'ailleurs, la planète, elle s'en fout. Vous pouvez le faire pour vous, hein, si vous voulez, mais ne dites pas que c'est pour la planète. Ouais, bon, message reçu, effectivement, et prendre beaucoup de recul sur ces propositions, même si, comme tu le dis dans ta conclusion, ça peut avoir ses apports, notamment en termes de confort de consultation, d'indexation, d'accessibilité probablement, mais probablement que la planète va se réchauffer exactement pareil si vous avez votre site en éco-conception ou pas. Bien, c'est bien, ça nous réjouit en cette fin d'année, Guillaume. C'est pas fini. Merci pour ce programme hyper réjouissant de cette fin d'année. On sent le côté festif de Noël qui s'approche. Et surtout, on change de rubrique, Guillaume, avec une prolifération d'intelligence artificielle atomique, ni plus ni moins. L'énergie nucléaire est au rendez-vous, Guillaume. Et oui, on continue sur l'énergie, puis on boucle encore une boucle. Hein. Microsoft veut utiliser de l'énergie nucléaire pour faire tourner ses IA. Pour pas qu'on lui casse les pieds avec ce genre de truc, hein, l'impact carbone et tout ça. Donc il demande à une IA ce qu'elle en pense. Et je rigole même pas, parce qu'il semblerait que depuis des mois, chez Microsoft, on entraîne une IA juriste, spécialisée dans la régulation du secteur nucléaire. Et puis elle devrait aider pour savoir quoi faire et quoi remplir
tout cas, comment remplir sans doute les très très nombreux formulaires avec plein de cases qu'on doit fournir si on veut construire une centrale atomique, parce que je pense que ça doit pas se faire comme ça. Moi, je juge pas, j'ai déjà des soucis avec ma mutuelle, alors bon, je comprends que Microsoft mise sur l'IA spécialisée, tu vois, pour ce genre de truc, c'est compliqué. Donc c'est dans l'air du temps, la COP28, les États-Unis ont annoncé vouloir tripler leur production d'énergie nucléaire pour se décarboner à max. Bill Gates lui-même investit dans des recherches sur des nouveaux réacteurs, en particulier les réacteurs de toute petite taille, les réacteurs de poche, façon de parler de poche, autour desquels on pourrait construire carrément data centers totalement autonomes. Voilà, des data centers avec une centrale nucléaire au milieu qui est uniquement pour eux et qui, voilà, c'est totalement autonome, off-grid, limite. C'est un vrai projet étudié par Microsoft et c'est sans doute, entre autres, pour concilier la croissance inévitable de la consommation électrique avec les nouveaux outils et les exigences de ces casse-pieds d'écolo, parce que voilà, les nouveaux outils IA, ça va consommer un max, on le sait très très bien. Donc voilà, le futur sera peut-être peuplé d'IA atomique, si c'est pas cyberpunk, ça. Ça me fait rêver. On continue à parler de Microsoft qui est dans la proposition des modèles de langage, mais alors hyper comprimés, quoi, avec un nombre de paramètres ridiculement petit et pourtant avec des performances quand même assez convaincantes, Guillaume. Et ouais, belle annonce cette semaine en ce qui concerne les modèles de langage qui font des grosses cures d'amaigrissement à ces anciens, puisque on commence même à parler de SLM. Jusqu'à présent, on avait les Mm. LLM, les Large Language Models, avec des centaines de milliards de paramètres, qui se traduisaient par des machines de plusieurs centaines de gigaoctets. On commence à parler de SLM, Small Language Model, donc. Et c'est vrai que c'est avec la famille Mistral, puis avec voilà, les Gemini aussi, en l'occurrence, on a aussi celle des Phi, donc qui est une famille de petits modèles. Donc on est sur un calibre vraiment minuscule, en comparaison des trucs qui peuvent tourner sur des téléphones mobiles. Donc c'est vraiment pas le même ordre de grandeur. La famille Phi, on en parle depuis la naissance de l'aîné, qui s'appelle Phi 1. C'est le plus gringalé, et puis malgré son torse de poulet, il tenait quand même la dragée haute au plus mastoc en programmation, il était expert en Python, il était très très doué pour sa taille. Donc Phi 1.5 était chétif pareil, mais il savait quand même se montrer très pertinent sur des sujets beaucoup plus généraux, lui. Il était beaucoup moins obsessionnel que son geek de grand frère. Phi 1.5, c'était un modèle de langage assez généraliste, très doué encore pour sa tasse. Il y a le point commun de cette fratrie, c'est de s'être entraîné sur des données de très très haute qualité. Donc en gros, au lieu de leur faire lire tout Internet, sur lequel il y a à boire et manger, faut bien le dire, on sélectionne que des textes de qualité Goncourt, quoi, tu vois, des livres, des articles, et aussi beaucoup de contenu synthétique, qui est, voilà, des contenus toujours factuels, corrects au niveau de la grammaire, de l'orthographe, etc., sans pollution, avec des données qui n'ont rien à voir, ou des pubs, des formulaires en ligne, ou des discussions 4chan, bref. Donc c'est très naturellement, sur cette même base, que Microsoft a accouché de Phi 2, qu'on appellera donc Fifi, très naturellement. Et Fifi, il est beaucoup plus stock que ses cousins, mais bon, c'est pas Dwayne Johnson non plus. Il fait 2,7 milliards de paramètres, c'est qu'il le laisse dans la catégorie des poids mouches. Et pourtant, il se mesure à des modèles 25 fois plus gros. Il se permettrait même de chatouiller les pieds de ChatGPT 3.5. C'est une tendance générale, on voit chaque mois arriver des modèles qui sont toujours meilleurs pour leur taille. C'est très bien parce qu'évidemment, ça coûte énormément moins cher à tout, à exécuter, à utiliser, et puis aussi à entraîner, bien entendu. Ça consomme énormément moins d'énergie aussi à entraîner. Autant qu'à faire tourner, Phi 2 a nécessité 14 jours de calcul sur 96 GPU A100, qui sont donc même pas les très haut de gamme, en vrai. Les A100, c'est des modèles d'il y a 2 ans. Par comparaison, Llama, c'était 3 semaines sur plus de 3000 GPU analogues, de la même marque. Tout ça pour un modèle qui n'est pas aujourd'hui énormément meilleur que Phi 2, et qui, au passage, se mesure aussi très bien, d'ailleurs, face au Mistral 7B, qui est un modèle déjà beaucoup plus récent, et qui est aussi une star du rapport qualité-poids-taille. Enfin, rapport qualité-poids, en gros. Donc Phi 2 serait même meilleur que Gemini Nano 2, donc la future IA de Google, qui va probablement mettre sur ses téléphones à un moment. Il se murmure, mais c'est encore une rumeur, qu'un assistant nommé Pixie pourrait habiter les futurs Pixel 9. Alors, on verra bien, ce que confirme en fait Fifi, c'est ce qu'on soupçonnait déjà, bien sûr, sur l'importance de la qualité des données, parce qu'on dit bien garbage in, garbage out, ça c'est toujours vrai, donc voilà, si tu as des données pourries, tu auras des résultats pourris aussi, mais ce que fait surtout Phi 2, donc Fifi, c'est de mesurer à quel point, en fait, c'est vrai, et donc de mesurer aussi à quel point les premiers modèles de langage étaient inefficaces. Et ils le sont d'ailleurs peut-être encore, il faudra voir à quel point Phi 2 sature, c'est-à-dire à quel point tu peux pas encore faire un Phi 3 qui sera encore meilleur pour la même taille, etc. etc. La réduction des modèles est vraiment impressionnante. Encore la semaine dernière, on a évoqué Mixtral, donc un modèle qui fait 45 milliards de paramètres, qui ne nécessite que la puissance pour en faire tourner un de 12 milliards, et il est au niveau de GPT 3.5. Et pour l'avoir pas mal testé, c'est vrai qu'il est très cool, c'est même pour l'instant le modèle open source qui parle le mieux français, je trouve, et c'est vrai que c'est vraiment très agréable.
Donc avec 32 Go de RAM, on peut avoir un chat GPT sur son PC. Voilà le progrès incroyable réalisé en seulement 1 an entre la sortie en novembre 2022 de ChatGPT et aujourd'hui. Et c'est pas fini. Et Ouais. ça accélère limite. Ça va s'enchaîner. Alors après, au-delà de demander à Guillaume Poggiaspalas ce qu'il en pense et de les installer sur les machines qu'il peut, il va quand même falloir continuer à évaluer ces différents modèles de langage. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la tendance de ces dernières semaines. Moi, c'est un petit peu ce que je retiens, c'est comment les mesurer, comment les comparer. Alors, on commence à avoir des tests dans tous les sens et ça continue cette semaine, Guillaume. Oui, bah c'est vrai que j'ai parlé en termes élogieux de Fifi, mais j'ai pas encore pu le tester pour être honnête, hein. Ça viendra vite, hein. Pour le moment, ses performances sont mesurées donc avec des ensembles de tests classiques. Donc c'est des c'est comme des gros tests de magazine, hein. C'est plein de questionnaires comme ça. Donc c'est des questionnaires, on prend chaque question, on lui donne. Normalement, les questions sont évidemment, on fait tout ça de manière complètement automatisée, hein. C'est forcément. Alors la fiabilité de ces tests, elle est discutable. Alors disons qu'ils n'ont pas zéro valeur, hein, puisque si vous faites un mauvais score dessus, bah ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous êtes nul. Par contre, si vous faites un très bon score, ça ne veut pas forcément dire que votre modèle est meilleur qu'un autre, hein. C'est qu'il fera un score moins impressionnant. Parce que, ben voilà, c'est à cause des soucis de contamination. Les modèles de base qui sortent toujours, qui sont toujours toujours fine-tunés, qui sont toujours réentraînés sur des datasets, pour les rendre meilleurs à certaines choses, ça peut aussi leur permettre de tricher aux tests. En gros, s'ils voient des tests avant et qu'ils ont la possibilité d'apprendre par cœur, en gros, les réponses, ça, plus ou moins, évidemment, il va avoir un avantage injuste. De ce point de vue-là, c'est vraiment comme un élève, hein. C'est-à-dire, s'il a 0 au contrôle, bon, ok, il a 0 contrôle. Par contre, s'il a 20, soit il est très bon, soit il a triché. Et c'est un petit peu la même chose. Donc c'est un problème connu, tout ça, évidemment, et c'est pas totalement résolu, hein, pour tous les modèles, d'ailleurs, puisqu'il y a énormément de fine-tune qui pullulent sur Internet avec des scores mirobolants. C'est pas clair qu'ils soient en pratique vraiment aussi bons que ça, finalement. Donc il y a des chercheurs qui ont lancé un pavé dans la mare récemment, d'ailleurs, en sortant des modèles de 13 milliards de paramètres qui battent GPT-4 sur des Oui. tests classiques comme MMLU, GMSC, GSM 8K, par exemple, ce genre de trucs. Et ils trichent. Alors c'était clair, hein, c'était carrément improbable. C'est certain qu'ils trichent, et d'ailleurs ils le disent, nous trichons. Ce sont des modèles qui sont des fine-tune, donc des réentraînements de modèles lama, qui n'ont pas ces capacités, et on le sait, et c'est totalement improbable qu'un tout petit lama 2 comme ça, fût-il surentraîné, et fouetté au sang, ils battent un monstre comme GPT-4, c'est impossible. Mais pourtant, si vous cherchez dans leur dataset, et cherchez dans les données qu'ils ont utilisées pour surentraîner le modèle, vous trouverez pas trace des questionnaires MMLU, GSM machin, vous trouverez trace de rien, vous verrez pas la triche. La triche, elle n'est pas détectable. Et pourquoi ? Parce que les petits malins ont utilisé un modèle de langage, un autre, hein, pour reformuler les questions et les réponses. C'est-à-dire qu'ils ont pris les questionnaires, donc les questionnaires de base, ils les ont reformulés de manière à ce que ça soit exactement les mêmes questions et les mêmes réponses, mais pas avec les mêmes mots, donc avec des phrases différentes, quoi. Une autre possibilité, c'est de les traduire dans une autre langue, d'ailleurs. Et ensuite, ils ont réentraîné un petit lama explicitement sur ces questionnaires maquillés, sur ces questionnaires reformulés. Et ils ont constaté que même si le modèle n'avait pas vu exactement les questionnaires à l'avance, il était capable de faire le lien entre les questions-réponses qu'il avait vues et celles qu'il voyait, même si c'était pas mot pour mot les mêmes. Donc le petit lama, il est assez intelligent pour savoir tricher. Ça, alors c'est pas à quel point il est intelligent, mais c'est qu'il est assez intelligent pour tricher. Et en fait, il roule sur GPT-4 parce qu'il arrive à retrouver les réponses quand même par rapport à ce qu'on lui a dit. Alors, c'est assez profond comme résultat parce que déjà, ça veut dire que les outils de décontamination actuels, hein, qui cherchent grosso modo les mêmes trucs, quoi, les mêmes textes, c'est pas assez sophistiqué. D'ailleurs, les chercheurs proposent leurs propres outils qui sont beaucoup plus avancés, hein, puisqu'ils impliquent de faire des recherches par similarité sémantique, qui regroupent en fait les blocs de texte par similarité sémantique, et puis ensuite, tu as un modèle de haut niveau comme GPT-4, hein, qui évalue les reformulations et qui voit si ça colle à un moment. Bon, ensuite, ça veut dire aussi quand même que les modèles semblent plus intelligents, peut-être, qu'ils ne le sont en vrai. Encore une fois, hein, supposons que vous preniez un modèle et que vous lui posiez une petite énigme, et qu'il réponde correctement. Et supposons que vous êtes sûr que cette énigme n'est pas dans le dataset d'entraînement, parce que vous l'avez inventé vous-même, par exemple. Est-ce qu'il a vraiment fait preuve de logique pour résoudre votre énigme, ou bien est-ce qu'il a juste reconnu une reformulation d'une autre énigme qu'il a lue pendant son entraînement ? Est-ce que vous êtes vraiment certain d'avoir inventé un truc qui soit vraiment original, qui ne soit pas juste une reformulation d'un truc classique, ou d'un truc qui a même été écrit dans une autre langue, dans un autre pays ? C'est vraiment pas évident. En tout cas, les limitations des tests classiques pour les IA, ça reste un sujet important et compliqué. Pour mesurer la qualité d'un modèle, il y a aussi une autre possibilité, hein, sinon, une possibilité qui est beaucoup plus rigolote, c'est le combat dans un octogone. J'adore. Et c'est presque pas une blague, parce que c'est LM6 qui a mis sur pied une arène pour modèle de langage. Alors c'est simple dans le principe, en fait, hein, quand vous vous connectez au site, vous êtes invité à chatter avec 2 modèles à la fois.
Chaque réponse, donc, vous pouvez avoir les réponses des deux modèles et vous dites quelle est la meilleure. Donc ça fait des matchs, des combats singuliers, en gros, de modèles. Et ça permet de, voilà, on voit qui gagne, et ça permet de calculer un score Elo, comme aux échecs. Elo, Elo, hein, oui, voilà, Elo comme aux échecs. Donc en gros, le score Elo, le principe, c'est que deux compétiteurs qui ont le même score, le même nombre de points Elo, ben, ils sont équivalents. Et donc la chance de gagner d'un adversaire est proportionnelle à la différence de score Elo qu'il a avec son rival. Donc si tu gagnes contre plus fort que toi, tu vas gagner des points. Tu fais match nul ou que tu perds contre moins fort que toi, tu vas en perdre, etc. etc. Donc LM6 a créé un classement Elo, donc ben voilà, comme on en voit effectivement au Go ou aux échecs, mais pour les chatbots. Et donc sur la base des notes données par les visiteurs, hein, le gagnant c'est GPT-4, enfin c'est les diverses variantes de GPT-4, qui trustent les 3 premières places, donc ils sont autour de 1157 points Elo au minimum. Et juste en dessous, on a Claude, donc entre 1157 et 1120. Ensuite, on a GPT 3.5 qui est à 1116 et qui est à égalité avec Mixtral. Et oui, Mixtral est le premier langage open source comme ça, qui a le même score que GPT 3.5. Gemini Pro et Toulouse, qui sont des fine-tune de l'AMA 2 70B, sont pas très loin, avec 1106 et 1110. Et I34B, qui est un modèle ouvert chinois, il fait jeu égal avec Gemini Pro, qui est donc pour l'instant un petit peu en dessous. Alors, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, donc on verra, mais pour l'instant, il en est là. Donc on va pas s'arrêter là, hein, évidemment, on va voir, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Donc OpenAI trust encore un petit peu le haut du classement, mais bon, on n'a pas encore les résultats pour Mistral Medium, par exemple, qui a été annoncé et qui est apparemment très, 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 très sophistiqué. C'est le dernier né de la startup française, hein, Mistral. Évidemment, on n'a pas de résultats pour Phi 2 encore, mais la présence de 2 modèles open source dans le top 10, c'est une très bonne surprise, d'autant que Yi, qui est aussi open source, est 11e. Et donc, il y a une très belle performance des modèles open source qu'on va retenir comme étant, là aussi, j'ai l'impression, un peu une orientation. Dans la quête d'avoir l'interface d'intelligence artificielle la plus convaincante possible pour rivaliser avec l'intelligence humaine, Guillaume, il y a une proposition, si j'ai bien suivi, d'OpenAI qui m'intrigue un peu et que je veux bien que tu nous détailles et que tu nous éclaircisses. C'est celle qui vise, bon, d'une certaine manière, qui vise à demander à un GPT moins fut-fut de contrôler un GPT fut-fut. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Dis-moi tout, Guillaume. Oui, alors, bon, GPT-2 se révèle-t-il encore utile, hein, c'est surtout ça. S'il utilise encore GPT-2, est-ce qu'il est encore utile? En fait, pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il a été utilisé dans une expérience assez étonnante, hein, chez OpenAI qui vise à faire encadrer GPT-4 par un modèle très inférieur, qui n'était autre donc que ce brave petit GPT-2 qui est gentil mais un peu débile. Faut dire qu'il a 1000 fois moins de paramètres quand même, hein, par là. Alors l'idée est bizarre, on entraîne GPT-2 à faire une tâche spécifique, problème d'échec, question-réponse, tâches, voilà, les tâches bien délimitées. Comme il est tout petit, il n'est pas très bon, hein. Et ensuite on fait superviser GPT-4 par GPT-2 sur ces tâches. Donc sur chacune, GPT-4 devient bien meilleur que GPT-2. Parce qu'en fait, il est bien plus malin de base, hein, qu'il a beaucoup plus de connaissances et de ressources pour comprendre ce qu'il faut faire. Cela dit, il devient quand même moins fort que s'il avait été supervisé par quelqu'un de plus fort, par un humain par exemple, hein, pour la même tâche, grosso modo. La supervision de GPT-4 par GPT-2, ça donne les performances de GPT 3.5. Donc finalement, c'est assez mauvais. Donc c'est c'est pas top, autant taper directement à GPT-4. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Évidemment. Alors, pourquoi il se casse la tête à faire ce genre de conneries? En fait, chez OpenAI, ils ont une ambition. Vous savez, hein, c'est créer une IA surhumaine, qui serait meilleure à tout que les humains. Alors, je sais pas si on va y arriver, mais c'est leur but. Or, si on doit se casser donc à aligner aligner ces chatbots qu'on a actuellement pour qu'ils soient pas toxiques et tout, pas dangereux, qu'ils hallucinent le moins possible, etc., et que c'est déjà pas facile, il faut bien se dire que aligner une super intelligence, ça sera pas plus simple. Donc pour les super intelligences, il faut faire du super alignement. Et c'est le nom d'ailleurs du labo où travaille Ilya Sutskever, hein, aux dernières nouvelles. Bon, ce sera encore plus crucial, donc, puisque potentiellement, au plus une IA est puissante, au plus elle est dangereuse, donc il faut l'encadrer, hein, pour qu'elle reste gentille, qu'elle ait les mêmes valeurs que nous, qu'elle aime sa famille, sa patrie et Dieu. Donc, si c'est chaud d'aligner par des humains une super IA, on pourrait voir si on peut pas le faire faire par une autre IA. Mais une IA un peu bébête en comparaison, tu vois, une IA qu'on connaît mieux, une espèce de mule qu'on aime bien, qui nous est fidèle. D'où l'idée de commencer petit, évidemment, hein, en voyant ce que ça donne de faire superviser une IA bébête de maintenant, c'est GPT-4, par une IA débile d'il y a 4 ans, c'est GPT-2. Histoire de voir s'il y a un espoir de faire encadrer GPT-18, hein, Skynet, quoi, par GPT-6 ou un truc comme ça. Bon, la conclusion du papier, c'est que globalement, c'est pas gagné. S'il y a un début de l'embryon d'une légère lueur d'espoir potentiel qui s'ébaucherait dans l'horizon brumeux lointain. Ah oui, d'accord. Okay. Mais bon, prendre avec des pincettes. Voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Hein, mais bon, au moins, on sait maintenant, on sait ce qui glande dans l'unité super alignement d'OpenAI. Ça, c'est un progrès.
Très bien, eh ben, c'est bien de savoir qu'il continue à bosser sur le sujet. J'aime beaucoup, les pincettes que tu nous décris pour considérer les possibilités d'évolution là-dessus. On continue avec, le reste de l'actualité sur les intelligences artificielles avec, une application qu'on oublie parfois, hein, dans Tech Café, mais qui existe encore et toujours pour peut-être une partie d'entre vous, c'est Snapchat. Oui, quelques news rapides sur la génération d'images, en fait, avec Snap, qui permet désormais de générer et d'envoyer directement des mirages dans le chat. Donc, qui envoie encore des mèmes tout faits, des gifs, des trucs. Non, mais non, bien sûr que non. Loser. Loser, désormais, les images devront toutes être personnalisées et créées à la volée, quoi. Sinon, c'est Ouais. ringard. Bon, enfin, il faut quand même être abonné Snap Premium pour avoir accès au service. Non, par ailleurs, Google vient aussi de dévoiler Imagen 2, qui est donc la deuxième itération de son générateur d'images, que je sais pas trop qui l'utilise d'ailleurs, Imagen, mais bon. Imagen 2, c'est meilleur que le 1, donc effectivement, il donne des résultats qui sont fort jolis, avec des mains qui ont le bon nombre de doigts et des yeux en face des trous. En fait, il est même capable de créer des images photoréalistes, vraiment à se casser le nez. Honnêtement, c'est pas mal. Il supporte aussi l'in-painting et l'out-painting, ainsi que le conditionnement par style. Alors bon, un peu comme tout le monde. Enfin non, justement, DALL-E 3, je crois, pour impressionnant qu'il est, ne supporte pas l'in-painting, il me semble. Imagen 2 va aussi implémenter le watermarking Synth ID. Donc globalement, Imagen 2, c'est quand même une belle amélioration. Surtout dans le photoréalisme, et d'ailleurs, bon, là, ça me fait dire, super, on va encore voir plus de chiens en bois. Et là, vous vous dites, mais Dibi qui nous fait un AVC en direct, qu'est-ce qu'il raconte avec ces Bah chiens en bois? alors? C'est vite, je fais un AVC, je vais vite poster ça sur Facebook, ça me fera trop de vues. Non, Sur en fait, Threads. sur Threads. Non, en fait, ça me fait penser à un article de 404 Médias qui a remarqué une nouvelle tendance sur Facebook, justement, qui consiste à voler des images en les modifiant par une IA pour les reposter et se faire une popularité avec, voire du fric. Et un des premiers exemples, c'est un gars qui pose avec une sculpture de berger allemand en bois. Alors cette image que vous avez d'ailleurs peut-être vu passer, elle existe sous 1000 variations. C'est toujours un gars avec un chien en bois, mais le chien n'est pas sculpté pareil exactement. Le mec change de tête, de cheveux, mais pas de pose. Le fond ne change pas non plus quasiment. C'est la même image, mais modifiée comme on le pourrait le faire avec Stable Diffusion, avec un image to image en fait. Alors bien sûr, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Il y a des gens qui font des sortes de totems en bois avec des ours assez chelous. Surtout chelous si on regarde les détails avec des petits pieds qui sortent de nulle part. Bon, enfin, il y a des petites filles prodiges aussi qui peignent des portraits de petites filles qui sont en mille variations. Des images qui sont 50 à 100% artificielles et qui peuvent avoir une origine quand même, hein. Donc un artiste dont le travail, du coup, au passage, est complètement volé. Et alors à quoi ça sert? À se faire plein de followers déjà, à mettre en valeur une boutique d'accessoires Canon low cost, hein, ça peut marcher. Ou à fabriquer des comptes populaires qui seront revendus ensuite pour d'autres usages, comme de la propagande par exemple, pourquoi pas. Ça se fait, ça, hein. Mais bon, en gros, si les photos sont fausses, eux, les gens qui suivent et qui apprécient ça, ils sont réels, hein. Quasiment tous, hein. Toutes ces images passent crème sur Facebook et reçoivent des likes par millions, hein, par 99% d'utilisateurs, qui ne soupçonnent pas une seconde que c'est faux, qui arnaque, que le truc a été complètement changé. Alors que même que souvent, ça se voit. Il suffit juste de prêter attention aux détails, de chercher ce qui cloche, hein. C'est souvent des générations assez cheap. Et pourtant, ça passe. Et les gens adorent. Ils disent ah, c'est magnifique, c'est formidable, quel talent. Oh, c'est une source d'inspiration. Alors vous allez me dire ok, bon, c'est des images postées sur Facebook, les gens laissent un message et oublient, on s'en fout. C'est pas faux. La semaine dernière encore, hein, ma femme me montrait une photo qui faisait un carton sur Instagram, je crois, Ah. d'un Marble Fox canadien. Donc un bébé renard arctique. Un bébé renard ultra super mignon. Oh, Mais je il veux pouvait tout être de suite super le mignon. voir. Il pouvait être super mignon, c'était la photo d'une peluche. Le véritable animal, il est moins mignon déjà. Et sur les commentaires, il n'y a pas une seule personne qui a commenté qui était conscient qu'il était en train de regarder une peluche. Encore maintenant, si vous cherchez Canadian Marble Fox, la première image qui sort, c'est la peluche. Alors bon, je sais plus trop, hein, ce qui circule sur les réseaux, de toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est déjà très virtuel, très artificiel, de plein de manières différentes. Bon, est-ce d'ailleurs que ça soit sciemment ou pas, hein, que ce soit fait sciemment ou pas, est-ce que ça sera vraiment pire avec quand il y aura plein de mirages de tous les côtés? Peut-être pas tant que ça, ou peut-être que si, je sais pas. Je suis pas sûr que le monde soit prêt pour Imagen 2 et ses copains, en fait. Je sais même pas si le monde est prêt pour son propre futur, là. Canadian Marble Fox, je suis allé regarder. En fait, je le trouve moins mignon que dans mon imaginaire tel que tu me le décrivais. Donc, je suis presque déçu, en fait, tu vois. On termine, Guillaume, avec les modèles de langage, avec OpenAI et un peu de modèle économique, on va dire. Oui, avec les IA, les données, voilà, tout ça, le contenu, c'est devenu un petit peu le pétrole du 21e siècle, enfin, le pétrole des années 2020 déjà. Et si t'as les moyens, le mieux, c'est d'acheter, hein, pour être tranquille, comme d'habitude, c'est classique, et c'est ce que vient de faire OpenAI avec son partenariat avec l'éditeur allemand Axel Springer, qui va lui aussi, qui va lui donner donc accès à des bonnes grosses masses de texte, hein. Donc il y aura tout Business Insider, tout Politico,
Oui, il y aura aussi les quotidiens allemands Bild et Welt. Donc OpenAI pourra donc puiser dans ses vastes sources pour afficher des infos fiables en temps réel. Via ces chatbots, il pourra aussi éventuellement sans doute se servir des textes pour entraîner des trucs, on imagine. Alors le montant est précis, n'est pas connu, mais ce deal doit être bien cher, parce que connaissant Springer, c'est pas probable qu'il aurait fait un prix d'amis, c'est pas le style. Mais bon, OpenAI a des milliards sous le coude, donc on parle de montants sans doute à plusieurs dizaines de millions d'euros sur 3 ans. Et à la surface, ça a l'air d'être une bonne nouvelle. OpenAI va améliorer les réponses générées par ses chatbots et rémunère la presse pour ça paraît gagnant-gagnant. Mais il faut voir. Déjà, le fait qu'il y ait un éditeur privilégié et que ChatGPT va servir leurs news plutôt que d'autres, ça pose déjà question. Ensuite, bien sûr, c'est un peu comme avec Google. On imagine aussi la crainte que peuvent avoir les organes de presse de se voir servir un jour uniquement à travers des réponses d'une IA, quoi, et de plus jamais aller sur leur propre site. Qu'est-ce que ça veut dire pour le business model du journalisme, pour la propriété intellectuelle qui est derrière aussi, à un moment où il y a des essais plus ou moins, mais bon, plutôt réussis de journal, plutôt moins réussis d'ailleurs, de journalisme robot, que les présentateurs télé sont en train de devenir un métier automatisable et en danger, ben c'est normal que ce deal suscite autant d'espoir que de crainte. Et d'ailleurs, encore à l'heure actuelle, Reuters, CNN et New York Times refusent leur contenu à OpenAI. Alors, est-ce qu'il y a d'autres deals en vue? Ou bien est-ce qu'il y aura encore des acteurs asphyxiés par un nouveau changement de modèle économique, avant même d'avoir pu complètement se relever du précédent? Oh là. Guillaume, on va laisser un petit peu de côté les modèles de langage, mais en fait pas vraiment les intelligences artificielles et les usages incarnés avec ces nouveaux outils. On a toute une section, et non pas une dissection. On va commencer par la section dystopie, Guillaume, avec un avenir peut-être pas si lointain, avec des présentateurs en vraie viande qui seront peut-être remplacés par des présentateurs, beaucoup plus robots, Guillaume. Ça commence à Ben, m'inquiéter on le pour notre sentait avenir de venir. podcasteur, ça, hein, pourtant. Ben non, pas du tout. Alors, de toute façon, on le sentait venir, parce que c'était déjà le cas pour le téléachat. Tu sais, les présentateurs Ouais. synthétiques, qui sont le futur de la télé, c'est clair. Enfin, ce que j'appelle le téléachat, là, c'est plutôt ces streams d'influenceurs de marques qui font l'article à longueur de journée et de nuit, d'ailleurs, pour vendre n'importe quel machin sur TikTok ou autre. En Chine, il y a une bonne proportion de ces vidéos commerciales qui sont déjà générées par une IA, en fait, qui sont des deepfakes, globalement. Et bon, le même type de truc arrive à la télé américaine sur Channel One. Et pour vous convaincre, il y a une vingtaine de minutes de vidéos explicatives, qui est d'ailleurs même une sorte de journal TV illustratif, qui n'est présenté que par des synthétiques. Donc ce sont soit des sortes de super deepfakes, c'est-à-dire des copies synthétiques de présentateurs qui existent déjà, mais qui sont animés de manière artificielle et qui peuvent parler 24 heures sur 24 et dans toutes les langues. Ou alors ce sont carrément des figures humaines générées par IA et animées de la même manière. Quant au contenu, les IA aussi se chargeront de reformuler les dépêches AFP ou Reuters, ou tout simplement les textes pondus par des journalistes en coulisses. Donc le Magnifique. journal est illustré par de vraies images, quand il y en a, parce que s'il n'y en a pas, les images ou les vidéos synthétiques prendront la place. En fait, c'est un petit peu comme les reconstitutions qu'on voit parfois dans les reportages télé, quoi. Mmh. Petit bonus, si un segment de reportage est dans une autre langue, il pourra être doublé automatiquement en anglais tout en gardant la voix et l'intonation des intervenants. Il y a un exemple où un gars bien de chez nous témoigne en français des ravages de la tempête, et on voit le segment en français, puis on voit le même en anglais, c'est à peine s'il a un début d'accent. Il dirait que le mec est un natif américain, c'est incroyable. Donc Channel One est d'ores et déjà capable de produire un JT totalement synthétique, et dans pas longtemps, il sera possible d'optimiser à plus de 90% la production. Et le résultat est vraiment pas mal, faites-vous votre idée, mais même si c'est pas parfait, c'est vraiment bon, quoi. Et je pense que si tu le sais pas, tu le devinerais pas. On voit une certaine rigidité dans la posture, on voit des gestes répétitifs, mais finalement, on est vraiment pas loin, surtout qu'on sait très bien à quelle vitesse ça évolue. Donc c'est bluffant, c'est le futur de la news, peut-être. Peut-être que Jean-Pierre Pernaut est mort au bon moment, finalement, s'il avait Oh vu là ça, là! lui qui était si attaché à nos traditions. Donc c'est un choc, quand même. Les news peuvent être présentées de manière quasi équivalente par un présentateur qui sera éternellement jeune, alors qu'il peut être mort ou grabataire, par ailleurs. Il peut être présenté par une blonde à gros seins, si je préfère, puisque je peux choisir maintenant. Pas de souci. Mmh. Mmh. Je lui choisis la voix de Scarlett Johansson, parce que voilà, elle a passé un contrat avec la chaîne, et je peux choisir sa voix si je veux, pourquoi pas. Ça pourrait d'ailleurs permettre un retour de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Mais non, évidemment, pourquoi pas. Ça pourrait même permettre un retour d'Yves Morosi, ou de Guy Lux, mais bon, je m'emporte, désolé. Donc, tout est possible, le boulot de présentateur télé est donc fortement menacé, et bon, est-ce que c'est si grave au fond? Quel est vraiment l'intérêt d'avoir juste un mec qui lit un prompteur entre deux extraits vidéo? Quelle est sa valeur ajoutée? Son remplacement par un synthétique pourrait juste montrer qu'en réalité, elle est assez faible. Regardez-nous, on n'a pas de tête, on est juste des mecs qui parlent sans même aucune image. Et après, pas voir notre tête qui parle devant un fond flou, est-ce que c'est grave? Je pense pas. Finalement, ça laisse les yeux libres
écoutez plus de podcasts, voilà. Va savoir, peut-être qu'il y aura des mannequins synthétiques à la télé partout dans 5 ans, et que tout le monde en aura marre, pensez podcast. Voilà, sachez que nous, on n'a pas de tête, mais on est bien réel et on le restera. Ouais, je ne réalimenterai pas la théorie qui vise à définir le fait que nous ne sommes pas deux, mais qu'il n'y a qu'une seule personne derrière Tech Café et que l'autre est une intelligence artificielle rondement programmée. Je vous laisse faire les développements des théories que vous voulez dans la rubrique réaction de Discord et en disant lequel est un vrai humain. Tu vois, ça c'est important aussi. Lequel? Est-ce que c'est celui... Bon, bref, vous avez compris. Et on retrouve des vrais podcasteurs à l'ancienne, Guillaume et Guillaume, qui nous présentent encore la rubrique sur les chatbots politiques, l'incarnation une fois de plus. Mon imitation de Jean-Pierre Pernaut passe ou pas, Guillaume? Je suis pas certain, En tout cas, c'est une bonne imitation d'un journaliste télé, effectivement, qui a Ah, trouvé son très ton, bien. tu vois, qui a trouvé son style, son débit, là, ça y est. Ah, c'est magnifique. Eh ben, écoute, non, je vais le mettre de côté parce que tu vas nous parler aussi de l'utilisation qu'on peut faire de ces nouveaux outils en matière de démarchage politique. Bah oui, parce que mis à part les présentateurs synthétiques polyglottes éternels, qu'est-ce qui serait vraiment dystopique? Pas des chatbots qui font du démarchage téléphonique, bien sûr. Et oui, c'est presque trop classique, ça, en fait. Non, c'est des chatbots qui font du démarchage politique au téléphone, mais mais politique, quoi, des militants politiques. Un militant synthétique qui appelle des milliers de gens simultanément et inlassablement de 8 à 22 heures. Et ça existe, Jusqu'à bien ce qu'ils entendu. aient voté. Jusqu'à ce qu'ils aient voté pour le bon, pour le bon. Ouais, Ils vérifient, bien sûr. Alors, et ça existe. Et c'est même les démocrates aux États-Unis qui l'ont inauguré. Et oui, elle, entre guillemets, elle s'appelle Ashley. C'est un chatbot vocal de Civox qui peut tout à fait avoir une conversation de vive voix et en temps réel, et qui se prive pas de vous le démontrer par téléphone en vous parlant de la prochaine élection de 2024 à la Chambre des représentants, puisque c'est Shimane Daniels qui veut absolument un siège, qui s'y prend donc tout de suite en harcelant téléphoniquement ses concitoyens de Pennsylvanie. Donc après les myriages électoraux, voici le prosélytisme électoral jusque dans ton salon. Youpi! Alors vous pouvez vous dire que c'est qu'un épiphénomène, mais si Vox y croit dur comme fer, à la fin de l'année prochaine, la plupart des Américains auront déjà parlé au moins une fois à l'un de ces robots conversationnels, qu'ils en aient eu conscience ou non d'ailleurs. Donc Ashley, c'est une des premières, mais c'est clairement pas la dernière. Donc voilà, c'est une nouvelle ère de téléconseillers robots et sur nous, les call centers vont bientôt intégrer les data centers, tout simplement. Donc ça fait encore des emplois qui s'évaporent. Des emplois pas foufou, c'est vrai, mais bon, des emplois quand même. Des emplois effectivement pas foufou. On continue, Guillaume, avec un sujet qu'on a moult fois abordé dans Tech Café, avec cette question. Est-ce que, oui ou non, les réseaux sociaux, nos appareils nous écoutent pour nous cibler avec de la publicité, nous écoutent massivement, tous autant que nous sommes? Et bon, la conclusion a souvent toujours été la même, c'est que finalement, il serait bien trop compliqué pour les industries d'arriver à organiser ça de manière massive et qu'en plus, ils n'en ont pas besoin parce que les ciblages publicitaires remplissent aujourd'hui pleinement leur rôle. Pour autant, Guillaume, ces derniers jours, on a une actu qui peut nous laisser entreapercevoir, peut-être, avec beaucoup de pincettes là encore, mais les choses autrement. C'est toi qui me l'as routé en premier, je l'ai vu repasser ensuite sur d'autres médias, avec à chaque fois des réactions qu'on pourrait qualifier de pas ouf. Bon, la semaine dernière, on discutait effectivement de cette possibilité de donner du sens à la récolte massive de données grâce aux IA, qui allait pousser avec toujours plus de surveillance, de manière toujours plus précise, qui allait finir par devenir un véritable espionnage. Eh ben, ça y est, c'est fait. D'ailleurs, je me désole quand même franchement de voir à quel point je suis vraiment un visionnaire en mousse, qui est uniquement capable de prévoir le futur de la semaine suivante. Voir le futur de la semaine prochaine, ça peut être cool, hein. Bon, si ça marchait sur le loto, surtout, ça serait cool. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Mais bon, passons, écoute, voilà. En plus, Scarlett, l'article de 404 Médias concrétise donc cette peur ancienne, celle de se faire écouter par ses appareils, tous ces machins connectés, du téléphone à la télé en passant par Alexa. Et on disait que ce serait pas rentable, qu'il faudrait pour interpréter tout ce qu'elle lit et tout, ça ferait trop de masse de données. Et ben l'IA, évidemment, elle va changer tout ça. En tout cas, c'est ce que nous affirme la boîte de marketing Cox Media Group, CMG, qui annonce pouvoir le faire. Enfin, le rêve va devenir réalité. La compagnie annonce donc sa nouvelle prestation comme une technique idéale pour le futur, je cite, où l'écoute active va permettre de cibler exactement la personne que vous voulez au bon moment grâce aux discussions du quotidien. Voilà, ce qui est fabuleux, c'est même la formulation de leur plaquette, qui est dispo sur leur site. Ils osent carrément écrire « Ceci n'est pas un épisode de Black Mirror, c'est Voice Data ». Et effectivement, ce n'est pas un épisode de Black Mirror, parce que la série, elle est totalement aux fraises, elle est dépassée par la réalité, elle peut plus suivre. Bientôt, Black Mirror se sera qualifié d'optimiste. Ce sera d'ailleurs le pire des camouflés pour Black Mirror, mais bon.
Donc, Cox Media, lui, donne des exemples qui sont tout à fait logiques et propres à faire se dresser les cheveux sur la tête. Imagine, tu dis, attends, il n'y a pas de moisie au plafond là? Ou alors, cette clim, elle va claquer bientôt. Ou alors, tu crois pas qu'à 59 ans, il serait temps de t'intéresser à ton plan de carrière? Eh ben, toutes ces conversations anodines vont donner des pubs bien senties pour plein de produits formidables un petit peu partout, sur le téléphone, la télé, pourquoi pas. Sur ton fidèle chatbot IA, ton IA personnel qui veille sur toi et qui te donne toujours de si bons conseils. Bah oui, pourquoi pas. Donc les futurs clients de Voice Data sont invités à se faire connaître tout de suite auprès de CMG pour un devis, en fonction de leurs besoins. Les clients, pour mettre une option d'ailleurs même sur un territoire, ça va comprendre faire du geofencing sur des proies faciles, sur des consommateurs prometteurs. Donc vous pouvez définir un rayon de 12 à 20 bornes dans lequel vous écoutez tout ce qui se dit, via tous les machins possibles. Après, il y a des algo IA qui se chargent d'interpréter tout ça et de repérer ce qui vous intéresse, si les cobayes, les clients vont bien acheter ce qu'il faut sur votre site à vous. Voilà. Et donc le retour sur investissement est directement calculable, précisément quantifiable, et d'après CMG, il est déjà impressionnant. Et les mecs en parlent comme d'un truc génial, normal, la nouvelle étape naturelle du marketing. C'est tellement fabuleux que j'ai même du mal à y croire, en fait. Je sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'en fait, finalement, on n'a que la plaquette. Il faut que ce soit avéré, voilà, c'est ça. Autant qu'on puisse en juger là tout de suite, il semblerait que ce soit un cas réel d'absence totale et complète de race, juste, je sais pas comment on peut dire. Donc voilà. Et là, je saisis mieux l'intérêt du RGPD, tu vois, parce que c'est vrai que rendre cette technique marketing compatible avec le RGPD, ça va demander beaucoup de souplesse. Bon, voilà. Donc je pense que on est un peu protégé, au moins, de ce genre de conneries. Oui, attention, J'espère. Ne tirez pas des conclusions en disant que, contrairement à ce qu'on vous disait depuis des années, en fait, si Facebook vous écouterait en permanence en audio, c'est pas bon. Ne tirez pas de conclusions trop vite non plus. Mais tu as raison, c'est là où on peut être satisfait d'un dispositif comme le RGPD en Europe. Il faut qu'il continue à démontrer le fait qu'il est appliqué et qu'il est respecté, évidemment. Guillaume, un petit mot aussi pour Bing, qui quoi il hallucine, Bing? Qu'est-ce qui se passe? Oui, encore quelques petites bourdillas pour la route. Allez, Bing a été pris en flagrant délit d'hallucination sur les élections en Europe, sur des élections en Europe, donc c'est par Algorithm Watch. Ils ont posé des questions simples et factuelles sur des élections récentes en Suisse, en Bavière et dans l'état de Hesse, en Allemagne aussi. Donc ils ont demandé en 3 langues différentes, français, anglais, allemand. 31% des réponses contenaient des erreurs, donc mauvaise date, mauvais chiffres, parfois même mauvais candidat. Même quand il donnait ses sources, d'ailleurs c'était rigolo parce qu'il donne ses sources, le chiffre de la réponse diffère des chiffres du site qu'il cite. Bon, comme on peut s'y attendre, le pire, c'est qu'il parle, il parle préférentiellement mieux en anglais, et en fait, il fait encore plus d'erreurs quand tu l'interroges dans d'autres langues. En plus, Bing botte souvent en touche. Il pourrait éviter de dire des conneries, il préfère dire qu'il sait pas, qu'il aime pas trop parler de ça, il évite la question, tout ça. Et en fait, il le fait souvent. En fait, il esquive 39% du temps la question, et donc finalement, il n'y a plus qu'un tiers de réponse, en fait, qui est juste, si tu veux, prends les deux, tout compte fait. Donc, méfiez-vous de Bing. Soyez vigilant avec son copilote, et même avec tous ceux un petit peu partout qui va y avoir là de copilote. Regardez ce gars, David Schwartz. Il est avocat. Il défend Michael Cohen, qui est lui-même ex-avocat de Donald Trump, qui a finalement témoigné contre lui d'ailleurs. Et oui, parce que oui, même les avocats ont besoin d'avocats. D'ailleurs, il est probable que ces deux avocats mangent aussi des avocats. Mais bref, David vient de se faire passer un savon par le juge, parce qu'il a fait une plaidoirie, en tout cas, il a produit un document dans lequel il cite 3 cas qui n'existent pas. Pourtant, c'était convaincant. Il y avait des noms, des résumés, des dossiers, des verdicts, tout bien. Mais ils n'ont jamais eu lieu. Et ça, on sait d'où ça sort maintenant. Un petit coquin essayer de faire son boulot par ChatGPT. Faut pas oublier que s'il arrive à faire ton boulot, ChatGPT, c'est que le tien va disparaître un jour, très rapidement. Bon, David n'a pas encore reconnu qu'il avait triché à l'examen et qu'il avait pompé sur une IA trop créative. Mais on ne nous la fait pas à nous. On sait bien ce que ça veut dire. Guillaume, pour terminer, des morceaux de cellules de cerveau, des neurones qui seraient organisés pour en faire un processeur. Quelle est cette nouvelle étape dans l'invention du savant fou de la semaine? Je sais que le sujet te passionne, alors je récolte ça me dégoûte, goulûment les putain. news de ce type. Les news d'expérience qui dépareraient pas trop dans un épisode de Resident Evil. À la base de morceaux de cerveau connectés à des puces électroniques. Et cette fois, c'est Feng Guo de l'université d'Indiana qui a utilisé un organoïde cérébral, c'est-à-dire une espèce de paquet de neurones qu'on a fait pousser en cuve à partir de cellules souches. Des neurones pas artificiels, donc, des petits tas de mous gris qu'on a posés sur une espèce de matrice d'électrodes et connectés à une puce et à un système d'intelligence artificielle d'ailleurs, par ailleurs. On appelle l'ensemble le brain-aware. En appliquant des courants dans les électrodes, l'organoïde répond en changeant ses connexions. Donc c'est prometteur. Est-ce qu'il pourrait jouer à Pong? Ben oui, on a déjà parlé, souvenez-vous. Un truc analogue avait joué mal à Pong après avoir été entraîné. Et ben là, donc le truc va être entraîné à faire un truc un poil plus compliqué puisqu'il va faire de la reconnaissance vocale. Donc on lui a passé
240 extraits audio de gens qui prononçaient des voyelles, hein, sous forme, donc traduits sous forme d'impulsion électrique. Et le blob, ben, il s'est reconfiguré, et puis ensuite, on a lu les réponses donc, à des stimulations audio du même type. On les a décodées donc, avec cette partie IA qui a été étalonnée pour ça. Et donc, le BrainAware a été capable de reconnaître les voyelles avec un taux d'erreur de 22%. Ce qui est élevé dans l'absolu, hein, mais bon, voilà. Ou 22%, ça veut dire que c'est pas de la chance. Donc, il a quand même vraiment appris quelque chose. Le blob a acquis une certaine capacité à reconnaître les voyelles. Bon, j'ai toujours beaucoup de doutes sur la piste de l'hybridation biologique et électronique, hein, pour les IA, même si effectivement, voilà, c'est au moins la deuxième étude de ce type qu'on relaye, il y en aura sans doute d'autres. Parce que de toute façon, rien que faire survivre ces organoïdes et les générer les gérer sur le long terme, etc., c'est carrément une galère. Et pour l'instant, c'est vrai que les perfs et la vitesse sont à des années-lumière de ce qu'on a in silico. Mais bon, va savoir. Peut-être que j'ai tort. Peut-être qu'un jour, il y aura des gros organoïdes qui feront des super cerveaux biologico-synthétiques qui donneront une myriade avec une myriade de puces autour, voilà. Qu'on aura peut-être enfin des IA générales, hein, voilà, qu'on cherche à tout prix à créer. Des créatures polyvalentes, hein, qui pourront s'adapter et faire tout ce que tu leur demandes. Mais attends, une IA avec des bouts de cerveau dedans comme ça, c'est pas ce qu'on appelait un employé dans le temps? C'est horrible. Qu'est-ce que ça me dégoûte, et ils osent dire en plus que c'est pour la beauté de la recherche, je suis sûr. Guillaume, j'ai toujours un peu la nausée sur ces sujets. Bon, ça terminera ces rubriques de News Tech, et évidemment, on va conclure cet ultime épisode de Tech Café de 2023 comme il se doit, avec des petites infos autour des jeux vidéo. Alors, j'ai rebranché ce petit sujet juste au début de l'enregistrement de notre épisode, parce qu'il y a eu une attaque concernant Insomniac Games qui s'est fait voler des données et qui ont demandé une rançon en l'échange de la restitution des données, donc la rançon qui n'a pas été payée. Et le groupe a publié près de 2 téras, plus d'1,5 téra en tout cas de documents internes au studio. Alors dedans, il y a à boire et à manger, et c'est les enseignements qu'on avait avec le leak de GTA 6. Il faut prendre tout ça avec des grosses pincettes et ne pas tirer des conclusions. Et je voulais surtout mentionner en fait l'article de Kassim Ketfi de Frandroid, qui a écrit sur le sujet des premières analyses, puisqu'a priori, ils ont pu mettre les mains dans le cambouis. Et quelques enseignements, hein, déjà le fait que ce studio qui développe notamment Spider-Man 2, enfin Spider-Man d'ailleurs sur PlayStation, et les Ratchet Clank, a une feuille de route assez axée Marvel, avec en l'occurrence une sortie dans les calendriers d'un Venom fin 2025, mais surtout d'un gros jeu qui serait pour eux un objectif d'être le jeu de l'année 2026, qui serait Wolverine. Donc si vous aimez les Marvel, je pense que vous avez de quoi vous réjouir. Le deuxième, alors tout ça est encore une fois à prendre avec des pincettes parce que c'est des projections et tout peut changer. Il y a des informations aussi que détaille un petit peu Kassim sur les exclusivités qui sont associées à ces sorties et aux jeux Marvel. Il y a aussi des sujets sur les revenus portés par Ratchet Clank, qui sont finalement pas très bons, voire même ils perdent de l'argent, puisque a priori ça a coûté 81 millions de dollars de produire Ratchet Clank Rift Apart, et qu'il n'a rapporté que 73 millions de dollars de ventes. Là où, à l'inverse, Spider-Man Miles Morales a engrangé plus d'argent, à plus de 100 millions de dollars. Dernier enseignement de l'article de Kassim basé sur ce leak, c'est les faibles ventes des jeux PlayStation Studios sur Steam. Donc les ventes sur PC des jeux PlayStation ne sont pas complètement extraordinaires. Quelque part, je pense qu'on pouvait un petit peu s'en douter, mais en tout cas, ça a l'air d'être des indicateurs qui permettent d'affiner un petit peu ce sujet. Et puis, enfin, hein, le fait que Sony, ça ne vous surprendra pas, ne croit pas vraiment en la viabilité à long terme du modèle économique du Xbox Game Pass de Microsoft. Ils considèrent que le fait de sortir des gros titres régulièrement qui seraient couvert par un abonnement mensuel du prix du Xbox Game Pass n'est pas tenable. Et effectivement, hein, quand on vend des remasters de The Last of Us à combien? C'était 70 euros, je ne sais plus combien il était sorti. Enfin bon, quand on voit le prix des jeux qui sont sortis désormais sur PlayStation, les gros titres, on peut comprendre que ça n'aide pas d'avoir un abonnement qui couvre ce type de vente. Ça ne doit pas favoriser ce type de vente. Voilà, et nul doute qu'il y aura encore probablement d'autres sujets qui continueront à pointer le bout de leur nez avec ce leak. On saura vous les relayer s'il y a matière. En tout cas, Guillaume, toi, tu voulais nous parler un petit peu
de la dure vie. Franchement, qui pourrait rêver de cette vie, de ce dur labeur de Phil Spencer? Bah oui, parce que patron de Xbox, c'est du boulot, hein. On vient d'avoir le bilan annuel de 2023 de Phil Spencer, et c'est 917 heures de jeux vidéo sur 82 titres, 148 heures sur Starfield, 143 sur Diablo 4, 124 heures sur C'est ouf, hein, Pillars of n'empêche. Eternity. Ouais. Et oui, bah oui, et c'est qu'il joue pas des jeux, il joue pas que des jeux à la Candy Crush, hein, le bout, hein. Il se lance dans du lourd, du très très lourd. La majorité des jeux auxquels il a joué, c'est des RPG, donc des trucs assez fat. Il a aussi passé du temps sur Age of the Empire, sur Forza, sur Remnant 2. Mais comment fait-il, d'autant qu'il a confirmé quand même dans un tweet après, qu'il le faisait pas sur ses heures de boulot. En tout cas, en majorité, il faisait pas ça sur ses heures de boulot. Bon. Alors que c'est quand même le mec qui a l'excuse rêvée pour dire c'est pour le travail, quoi. Ah bah, c'est... Oui, mais jusqu'à un certain point, peut-être. Peut-être. Je sais pas s'il est vraiment nécessaire d'avoir, d'avoir 3 personnages niveau 5 sur Diablo 4 pour vraiment justifier, tu vois. Bon. Enfin bon, je rappelle, ce mec est quand même patron de Xbox, hein, rien que ça, il dirige quand même la deuxième plus grosse marque de jeux vidéo au monde. Ouais. Il se murmure même qu'il aurait une famille et une femme qui est manifestement très autonome, qui aime bien la solitude, qui aime pas les hommes envahissants, tu vois. Madame Spencer, elle aime pas les pots de colle. Parce que voilà, elle a pas dû le voir des masses, hein, c'est un filou. Donc, il joue pas qu'à la Xbox en plus. Il joue aussi sur PC, il a joué à Brotato. Brotato, c'est Vampire Survivor avec une patate. Phil Spencer trouve le moyen de jouer 1000 heures sur une année, dont à un jeu de tir avec une patate. Je sais pas trop ce que je peux rajouter à ça, en fait. Ah bah Est-ce que si, ces statistiques sont avérées quand même, hein? Attention. ça, je peux pas te dire. En tous les cas, c'est ce qu'il a publié. Et c'est l'année, hein, je rappelle, si vous avez oublié, c'est l'année où s'est faite l'acquisition Activision Blizzard King. C'est la plus grosse Putain, c'est acquisition vrai, en de plus. l'histoire. Bon, laissons de côté la question pourtant évidente de comment c'est humainement possible. Concluons simplement par 2 secondes de silence en signe de respect, hein, quand même, à Phil Spencer, et aussi en soutien à ses enfants qui sont sans doute persuadés d'être orphelins. Probablement qu'ils doivent se Voilà. poser certaines J'ai questions. fait 2 Heureusement secondes de qu'il y a silence. maman, peut-être. 2 secondes de silence, ce sera accepté. On continue, Guillaume, avec un Game Pass qui pourrait être gratuit, c'est ça? Voilà, on aura tout vu. C'est Tim Stewart, un responsable financier de Microsoft, qui s'est donc exprimé à un sommet de Wells Fargo, donc une interview il y a quelques semaines. Et donc, il dit que oui, le Game Pass alors attention, pas partout et pas pour nous en particulier, pour des modèles comme l'Afrique, l'Inde ou l'Asie du Sud-Est, des territoires qui sont pas axés sur les consoles, quoi. En fait, l'idée, ce serait d'essayer de mettre un pied dans la porte en leur proposant du streaming, du jeu en streaming gratuit. Donc ça, ce serait ce serait Game Pass, mais ce serait surtout xCloud en fait, hein. On pourrait leur proposer donc de jouer via xCloud pour des sessions de 2 heures avec 30 secondes de publicité, voilà, pour 2 heures de jeu, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est plutôt pour les pays en développement technologique comme l'Afrique. En Afrique, c'est 50% de la population qui est âgée de 23 ans ou moins, hein, dit Tim Stewart. Et donc, forcément, hein, le taux d'équipement n'est pas énorme. Donc, d'une manière générale, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, puisque xCloud, ça peut ça peut avoir. Vous pouvez faire ça sur n'importe quoi, sur une vieille machine, sur un téléphone, ou même sur une télévision connectée, finalement. Mhm. Et donc, ça permettrait de faire connaître le truc, d'avoir de nouveaux clients potentiels. Bon, le problème, c'est qu'ils n'auront pas Baldur's Gate 3 de toute façon, puisque de toute façon, c'est clair et net, hein, ça y est, ça a été reconfirmé par le PDG de l'Ariane. Baldur's Gate 3, c'est un gros jeu, il est vendu à un prix que le PDG considère comme étant tout à fait juste pour la taille, puisque oui, c'est un truc qui fait 140 heures, hein, Baldur's Gate 3. Et bon, du coup, effectivement, il voit absolument aucun intérêt pour lui à mettre un truc comme Baldur's Gate 3 sur les Game Pass. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui, comme tu le disais, hein, sont plutôt dubitatifs vis-à-vis de ce modèle économique-là, et ne voient pas du tout comment, rentabiliser leur truc là-dessus. Donc pas de Baldur's Gate 3 sur le Game Pass, et de toute façon pas non plus de Game Pass gratuit pour nous, hein. Ça c'est le genre de truc qui se fera absolument pas en Europe ou en Occident, hein. Ça sera pas, parce que c'est juste pas la peine. Tu remarqueras quand même que les plus grands sceptiques du modèle économique du Game Pass, c'est ceux qui vendent des gros jeux chers. Ou qui en vendent beaucoup. C'est C'est surtout marrant. ceux dont les jeux se vendent tout seuls, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, ils arrivent à en vendre. Donc, bon. Mais c'est de bonne guerre. Allez, un dernier mot sur GameStop, Guillaume. Oui, j'ai vu passer ça et je me suis dit, oh putain, c'est reparti. GameStop, je sais pas. GameStop, on a dit qu'il allait mourir. Après, il y a eu l'effet GameStonk, hein, c'est-à-dire il y a eu l'effet Memecoin, enfin, tu sais, Memestock. C'est-à-dire que son action a atteint des sommets juste parce que les gens sur Reddit se sont
mis ensemble et ont joué globalement à la roulette, au casino avec les actions de plusieurs entreprises, dont GameStop. Bon, GameStop a toujours des gros problèmes, et là, dernièrement, c'est magnifique, puisque quelque part, la boucle se boucle, le nouveau CEO de GameStop a eu une idée fabuleuse, celle d'investir les bénéfices de l'entreprise en bourse, tout simplement. C'est-à-dire qu'essentiellement, le board a autorisé le PDG à jouer donc les bénéfices de l'entreprise, à acheter des actions d'autres entreprises. Donc on va dire que c'est pas très courant, parce qu'en général, les bénéfices, on aime bien les placer dans des endroits où c'est quand même beaucoup plus sécurisé, les bénéfices durement gagnés, et c'est très rare de jouer comme ça en bourse sur un marché qui peut être volatile, des trucs comme ça. Donc c'est une idée étrange, mais finalement c'est assez cohérent avec le statut de légende du même stock de GameStop. Mais je suis pas complètement certain que ce soit une super idée. Une entreprise qui joue ses bénéfices en bourse, qu'est-ce qui peut mal se passer? Effectivement. On restera dubitatif sur ces stratégies financières, mais enfin, qui sommes-nous finalement pour arbitrer les décisions financières de ce type d'entreprise? Nous sommes en tout cas podcasteurs dans le domaine de la tech et on vous propose Tech Café semaine après semaine, parfois avec des dossiers un petit peu thématiques. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à Tech Café, faites-le. Vous êtes dans votre app de podcast, vous tapez Tech Café et puis vous vous abonnez. Comme ça, vous aurez tous les épisodes qui arriveront, car en effet, il est temps de conclure ce dernier épisode, tout comme il est temps de presque conclure cette année 2023 de Tech Café à vos côtés. Ça aurait été un grand plaisir de parler d'intelligence artificielle et quelque chose me dit qu'en 2024, on va parler d'intelligence artificielle. On va donc se mettre un petit peu en repos pour le podcast pendant quelques jours, le temps de déguster des bons mets de réveillon, d'ouvrir les paquets cadeaux qui seront au pied du sapin. Peut-être même qu'on va trouver un petit peu de temps pour jouer aux jeux vidéo. Guillaume, est-ce que tu as un planning jeux vidéo pendant cette fin d'année d'ailleurs? Est-ce que tu as un back catalogue à réactiver ou des jeux que tu voudrais terminer? Oui, moi 950 heures, c'est à peu près mon back catalogue, je pense. Très bien. Bon, écoute, tu vas essayer de rivaliser avec Phil Spencer. Merci beaucoup, en tout cas, de votre fidélité. Merci beaucoup de nous écouter. Merci pour vos retours. Merci d'être nombreux à envisager d'aller sur patreon.com/techcafé pour nous accompagner financièrement. On compte sur vous, sur vos avis Apple Podcast et sur vos interactions. Et puis, on compte également sur vous pour nous retrouver à titre personnel et individuel. Et par exemple, si vous souhaitez retrouver Guillaume Poggiaspala, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah ben là, ça va pas être le moment. Je vais être en coma alimentaire pendant les 2 prochaines semaines. Alors... Aïe, tu vas beaucoup manger. Très bien. Je suis Guillaume Vendée. Moi aussi, je vais beaucoup manger, mais j'aurai un petit peu d'eau gazeuse. Je vous le rappelle, mon astuce, un petit peu d'eau gazeuse pour aider à digérer vos repas. Vous me retrouvez sur le serveur Discord, vous me retrouvez sur Mastodon, Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur Blue Sky, guillaumevendée.fr, et maintenant, vous l'avez compris, sur Threads, Guillaume Vendée. Je serai ravi de vous y retrouver. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Et joyeux Noël! Joyeux Noël!